Bon, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est impressionnant. Il va falloir qu'on change de salle. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Donc vous n'avez pas de chaise vide à côté de vous. Une chaise vide là, si vous voulez. Ah non, ça c'est un médiathèque. Ah oui, peut-être qu'il y a des gens qui se sont trompés d'endroit. L'atelier santé, il se trouve en médiathèque. S'il y a des gens qui venaient pour l'atelier santé. Ok, il y a pas de place. L'atelier bien-être, alors ici on est plutôt mal. Tout à fait dans le même registre. C'est toujours autour de la santé, hein, vous voyez. Oui, bah tenez pour les. Voilà. Alors pour les personnes qui n'ont pas eu le polycopier sur leur chaise, du coup je vais aller en réimprimer, puis je vous les apporte. Et puis pour les 3 personnes qui sont au fond, là je vais me débrouiller pour vous trouver des chaises dès que j'ai introduit Gérard, je reviens vers vous. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de philosophie. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde qui est plutôt complexe, vous l'avez remarqué, je pense que je ne suis pas toute seule à m'en apercevoir. Le réchauffement climatique, les collapsologues qui nous prédisent la fin du monde en 2030, dans 10 ans, et puis la société du tout numérique, voilà, tout ça, ce sont des choses qui complexifient énormément le monde. Et j'ai l'intime conviction que la littérature, la beauté, l'art et la philosophie peuvent nous aider à se situer dans le monde, à enrichir notre rapport aux autres. Et donc, je voulais vous parler philosophie parce que nous accueillons depuis le mois d'octobre un tout nouveau conférencier qui est professeur de philosophie. Il est agrégé de philo et il anime des ateliers philo à la médiathèque, mais il propose aussi des conférences. Alors, les ateliers philo, c'est un petit nombre. Donc si vous voulez y participer, bien sûr c'est possible, mais c'est sur inscription. En revanche, les conférences sont en entrée libre. Elles ont lieu le vendredi soir à la médiathèque. Vous trouverez le programme. Donc il y en a déjà une sur Aristote, que pour ma part j'ai trouvé absolument remarquable. Et il y en aura une sur Rousseau vendredi prochain, et enfin une dernière sur Sartre. Voilà, je trouve que c'est des moyens assez... Il est très clair, très pédagogue, même si vous n'avez jamais fait de philo, c'est tout à fait possible d'y assister. Et je trouve que la philosophie nous donne des clés de compréhension du monde qui me paraissent essentielles aujourd'hui, tout autant que la littérature. Merci Gérard. Tout le monde entend? Oui, c'est bien. Bon. Alors bonjour à toutes et à tous. Oui, pour continuer sur ce que disait Cathy, c'est vrai qu'on peut parfaitement vivre sans littérature, mais on vit moins bien. Alors je constate, avec un plaisir mélangé d'ironie, que la névrose, la syphilis et l'hystérie attirent beaucoup de monde. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Bien. Donc, mon thème d'aujourd'hui, effectivement, que j'ai intitulé « Fascination morbide », donc maladie et médecine fin de siècle, avec quand même une forte insistance sur les maladies fin de siècle. Entendez, les maladies représentées dans la littérature fin de siècle, tout simplement parce que dans les textes que je vais vous évoquer, le rôle du médecin est en réalité secondaire, voire marginal. Parce que ce qui intéresse les écrivains, justement, dans cette période, c'est la description de ces états maladifs. Alors, je vous ai mis en exergue une petite citation de Nietzsche sur l'état morbide qui met en évidence des choses qui sont difficilement visibles à l'état normal tout en étant normal. Et puis, je vous ai mis également quelques strophes d'un poème de Laforgue tiré des Complaintes avec le vers principal, « Mon Dieu, que je suis bien malade ». Comme si, effectivement, la maladie était la note, au sens musical du terme, la plus importante dans cette littérature des années 1880, 1900 et un peu au-delà. Alors, je commence par Barbey d'Aurevilly. Bon, c'est un roman que j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer lors d'une conférence précédente, Une histoire sans nom.
pour revenir justement sur la question du titre de ce roman, Une histoire sans nom. Une histoire sans nom, pourquoi? Parce que il y a dedans, au cœur de l'intrigue, autour de laquelle tout se dispose, une maladie mystérieuse. Une maladie qui n'a pas de nom. Et qui, curieusement, aura un nom dans l'histoire de la médecine à partir de la lecture de Barbey d'Aurevilly. Donc, quelle est cette maladie? Donc, il y a une jeune fille qui a été violée, qui est devenue enceinte, etc. Je passe sur le drame atroce de cette histoire, mais elle va se créer une anémie en s'enfonçant des aiguilles dans la région du cœur pour se faire saigner abondamment. Et c'est cette affection mystérieuse que les hématologues vont nommer la maladie de l'asthénie. Mais l'asthénie, bien entendu, c'est le prénom de l'héroïne, Barbey d'Aurevilly, jouant sur le nom du personnage et sur cet état qu'on appelle l'asthénie en médecine. Et donc, cette maladie, baptisée la maladie ou le syndrome de l'asthénie, a fait l'objet d'un commentaire par un psychiatre, donc que je vous cite en page 2, à l'interprétation psychiatrique, et qui traite le roman de Barbey d'Aurevilly comme la mise en fiction d'un cas clinique modèle, exemplaire, et qui met en cause la relation mère-fille dans le roman, ce qu'il appelle la dyade narcissique, dont aucune ne peut se déprendre. La mère est dans un deuil pathologique et nous faisons, dit-il, l'hypothèse que cette mère morte est dans un processus mélancolique où la haine est projetée sur l'enfant. Et nous tentons d'aborder les connexions entre hystérie et anorexie, car se joue aussi dans cette histoire une rivalité entre la mère et la fille, une histoire où la sexualité et donc le tiers est innommable. Donc vous voyez comment un roman de la fin du XIXe siècle donne lieu d'abord à une interprétation et une lecture médicale et à une lecture psychiatrique. Et tout se passe comme si une grande partie de la littérature de la fin de siècle va justement fonctionner comme une sorte de grand traité médical sous forme de fiction. La fin de siècle étant obsédée par la maladie. Et là, vous avez la mise en évidence d'un rapport que nombre d'écrivains vont mettre en place. Fin de siècle égale mort du siècle. Mort du siècle égale lente décadence de l'humanité. Lente décadence de l'humanité égale généralisation de la maladie. Le siècle est malade et les individus sont malades. C'est-à-dire que vous trouvez l'exacerbation, eh bien tout simplement de ce que les romantiques en leur temps avaient appelé le mal du siècle. C'est un nouveau mal du siècle, mais un mal du siècle plus profond, plus général, plus inquiétant, mais un mal du siècle que l'on va esthétiser par les voies de la littérature. D'où le choix des maladies emblématiques qui constituent ce nouveau mal du siècle. Des maladies que l'on va pouvoir mettre en scène, dont on va pouvoir mettre en évidence les beautés morbides, qui vont servir d'illustration à la décadence généralisée. Le thème de la décadence qui apparaît vers le milieu du XIXe siècle, à partir des travaux de Nordau sur la décadence, etc., le thème de la décadence va devenir la couleur du siècle. La modernité de la fin du siècle, c'est la décadence, telle qu'elle est mise en scène, représentée, magnifiée, célébrée par les écrivains. Dès lors, la métaphore médicale, le lexique médical va se trouver utilisé de manière massive, aussi bien dans les textes littéraires
que dans la critique littéraire. Et c'est pour ça que je vous ai mis une petite citation de Zola parlant de Barbey d'Aurevilly, qui vaut son pesant de sel. Il y a des maladies intellectuelles, de même qu'il y a des maladies physiques, hein, c'est en bas de la page 2. On a dit que le génie était une névrose aiguë. Je puis affirmer que M. Barbey d'Aurevilly, le catholique hystérique dont je veux parler, n'a rien qui ressemble à du génie, et je dois déclarer cependant que l'esprit de cet écrivain est en proie à une fièvre nerveuse terrible. Le critique, assure-t-on, est le médecin de l'intelligence. Je tâte le pouls au malade, et je reconnais en lui des désordres graves. Il y a eu ici abus de mysticisme et abus de passion. Le corps brûle et l'âme est folle. Cet être exalté a des besoins de chair et des besoins d'encens. En un mot, le cas est celui-ci, un Saint-Antoine jeté en pleine orgie, les mains jointes, les yeux au ciel, ayant aux lèvres des baisers féroces et de fanatiques prières. Texte admirable, mais que je vous cite pour vous montrer jusqu'où va la médicalisation du discours critique. Hein? On a dit que le critique est le médecin de l'intelligence. Alors venons maintenant à la première de cette trilogie de maladies que j'ai privilégiées pour aujourd'hui, c'est la névrose. Alors, prenons garde tout de suite à ne pas confondre ce que les écrivains de la fin du XIXe siècle appellent névrose et ce qu'on appelle névrose depuis la psychanalyse freudienne. Ce que les écrivains du XIXe appellent la névrose, c'est le sens premier du mot que vous trouvez dans les dictionnaires, hein, dans le Littré, dans le grand dictionnaire universel du XIXe siècle, etc. C'est une maladie des nerfs. Maladie des nerfs qui est une excitabilité extrême du système nerveux. Une sensitivité poussée au plus haut point. Donc, la névrose va être qualifiée de maladie du siècle. Cette névrose affectant aussi bien les hommes que les femmes. L'hystérie sera plus féminine. On y viendra tout à l'heure. Et la névrose est associée de manière quasi obligée à la thématique de la décadence. Et le champ d'application de la névrose est très vaste. Il permet d'englober tout ce qui relève de la mélancolie et de ce que les romantiques appelaient le spleen. La névrose permet également de qualifier le refus de la vie ordinaire, le repli dans l'art, dans la littérature, dans l'esthétique. La névrose peut qualifier toutes les difficultés de rapport à autrui. La névrose peut qualifier la difficulté à aimer. C'est un mot passe-partout. On ramène tout à l'excitabilité et au désordre du système nerveux, et comme ça, on peut ainsi dire que tout est névrose et que chacun est névrosé. C'est pour ça que je vous ai cité le poème Le sonnet langueur de Verlaine dans Jadis et naguère, 84. Vous voyez, hein, tout à l'heure, Barbey d'Aurevilly, c'était 82. Hein, nous sommes vraiment dans une chronologie très serrée. Et donc, je vous ai mis en gras deux vers qui vont tout à fait dans le sens de ce que je vous disais. L'âme seulette a mal au cœur d'un ennui dense. Ah, tout est bu, tout est mangé, plus rien à dire. La névrose peut conduire à l'impossibilité d'écrire, de parler. Le langage lui-même s'épuise. La névrose, c'est l'épuisement généralisé de toute envie de vivre. Évidemment, vous avez bien compris que c'est une pose, c'est une attitude, pour ne pas dire une posture, mais que vous trouverez de manière récurrente dans la littérature du temps.
Et je vous ai également cité un extrait d'un des grands textes médicaux sur la névrose du docteur Alexandre Kuller, 1892, qui fait véritablement la synthèse de tout ce que la médecine a pu dire sur la névrose au cours du 19e siècle, dont le titre est parfaitement explicite, hein, Nervosisme et névrose, hygiène des énervés et névropathes. Énervé, ne pas le prendre dans le sens d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est énervé, c'est quelqu'un qui est excité. Un énervé, c'est quelqu'un qui est privé de nerfs, dont les nerfs sont affaiblis. Hein. Je vous rappelle qu'il y avait un supplice qui était l'énervement, on coupait les nerfs. La maladie du siècle. Les troubles du système nerveux sont devenus tellement prédominants à notre époque qu'ils en sont comme la caractéristique maladive. Définition médicale sans appel. Nos pères avaient trop de sang. Toutes leurs maladies réclamaient la lancette pour les saigner. Nous avons trop de nerfs. Notre sang appauvri ne parvient plus à les modérer. Et ils sont toujours prêts à faire explosion aussi bien dans l'état de santé que dans l'état de maladie. Autrement dit, le nervosisme, c'est la fatalité moderne. Personne ne peut y échapper. Cette transformation radicale dans la constitution des individus n'a pas échappé à l'observation du vulgaire, qui, toujours enclin à l'exagération et se passant volontiers des ordonnances du médecin, abuse maintenant des toniques et des excitants de toute espèce, comme jadis il abusait des émollients et de la saignée. Et je vous ai mis un des poèmes d'un recueil extraordinaire de Maurice Rollinat. Le nom ne vous est peut-être pas très familier, mais il a écrit un recueil qui s'intitule Les névroses, comment être plus en phase avec son époque, le goût des larmes, et vous voyez la dernière strophe, et dans l'affreux ravin des deuils et des alarmes, mon esprit résigné, plein de compassion, flotte au gré du malheur sur des ruisseaux de larmes. À peu près tout le recueil est de cette tonalité. Mais je vais insister là, pour le coup, pour la névrose, sur un roman que je réutiliserai à propos de la syphilis, parce qu'il y a tout dans ce roman. C'est le Harrebourg de Huysmans, le grand ouvrage considéré comme étant fondateur du décadentisme, ce qu'en réalité il n'est pas tout à fait, mais c'est une autre histoire. Je vous ai mis un petit résumé, mais ce qui compte, pour ce qui nous intéresse, c'est l'état dans lequel se trouve le héros, qui est l'état typique du névrosé. C'est un névrosé à l'état pur. Et je vous ai cité un extrait d'un texte que j'ai écrit quand j'étais plus petit, justement sur Harrebourg et la question médicale. Donc vous le lirez à loisir, mais ce que je voulais surtout mettre en évidence, c'est comment on trouve dans un texte de Émile Bouchu, grand médecin de l'époque, à mettre à peu près au même niveau que Kuller que je vous citais tout à l'heure, Émile Bouchu, écrit un ouvrage, vous avez le titre en bas de la page 3, de l'état nerveux aigu et chronique ou nervosisme, donc 1860, et le sous-titre est admirable, je ne résiste pas au plaisir de vous le lire, de l'état nerveux aigu et chronique ou nervosisme appelé névropathie aiguë cérébro-pneumogastrique, diathèse nerveuse, fièvre nerveuse, cachexie nerveuse, névropathie protéiforme, névrospasmie, et confondu avec les vapeurs, la surexcitabilité nerveuse, l'hystérisme, l'hystérie, l'hypocondrie, l'anémie, la grasse-cragerie, etc. Alors, névrose et nervosisme sont synonymes dans la langue médicale jusqu'au début du XXe siècle. Ce n'est qu'avec la lente introduction du freudisme que le terme de névrose va prendre sa signification psychanalytique, et donc l'acception de névrose que nous avons ici disparaîtra, ou en tout cas sera nettement moins fréquente dans la langue au XXe siècle.
Quant au mot de nervosisme, eh bien, lui aussi, il disparaîtra progressivement. Mais nervosisme, c'est très exactement le terme à utiliser pour caractériser le personnage de Des Esseintes. Et quels sont les symptômes du nervosisme? Donc, vous avez une liste au milieu de la page 4, troubles de l'intelligence, du mouvement, de la sensibilité générale ou spéciale dans les organes des sens, troubles de l'appareil vocal et respiratoire, de l'appareil circulatoire et digestif, troubles de la calorification et des forces, troubles de fonction sécrétoire, etc., sans aucune altération somatique matérielle capable d'en rendre compte. Voilà la maladie dans son ensemble. Autrement dit, c'est à peu près tous les symptômes possibles et imaginables, et quand on ne sait pas les expliquer, on dit que c'est le nervosisme. On les rattache au nervosisme. Alors du coup, vous avez comme une sorte, si vous voulez, de cercle vicieux. Vous avez tel ou tel trouble, cela veut dire que vous êtes atteint de nervosisme. Vous êtes atteint de nervosisme, ça veut dire que vous allez avoir tel ou tel trouble. Hein, les choses se répondent en quelque sorte. Du coup, le nervosisme va devenir une sorte de facilité de diagnostic. Ça devient la maladie poncif par excellence. Mais bien entendu, Huysmans, qui connaît ça très très bien, va jouer de cette symptomologie pour attribuer à son personnage, eh bien, à peu près tous les symptômes que vous avez énumérés ici. C'est-à-dire qu'à rebours, par certains côtés, ressemble au tableau analytique clinique du personnage. Et Huysmans a l'habileté de combiner cette description clinique de son personnage avec une origine qui relève de ce que les naturalistes utilisent également, en particulier Zola, c'est-à-dire l'hérédité. Des Esseintes est un personnage idéal parce que vous avez en lui le paradigme de l'hérédité naturaliste et le paradigme du nervosisme. Le tableau est complet. Pourquoi est-ce que Des Esseintes relève d'une explication naturaliste? Et je vous une parenthèse, c'est pour ça que je vous disais que À rebours ne peut pas être considéré comme le roman fondateur du décadentisme, parce que c'est également un roman naturaliste. C'est un fin de race. Il est le dernier rejeton d'une race épuisée. D'où sa faiblesse constitutive, d'où sa pâleur, d'où son nervosisme. Le nervosisme étant une des marques de la dégénérescence héréditaire. Du coup, lorsque Des Esseintes va se trouver atteint de symptômes plus violents au long de l'intrigue du roman, comment va procéder Huysmans? Il va faire venir un médecin. Il va faire intervenir un médecin. Le médecin de Fontenay-aux-Roses, puisque Des Esseintes a décidé de se retirer dans une villa de Fontenay-aux-Roses pour quitter l'ambiance parisienne et se créer une Thébaïde, un lieu idéal dans lequel il va s'entourer des œuvres d'art qui lui plaisent, qu'il va constituer sa bibliothèque, qu'il va vivre en ermite, faisant ce choix de vie de la solitude esthétique. Mais évidemment, comme il se sent de plus en plus mal, il faut bien qu'il fasse venir un médecin. Alors le médecin de Fontenay-aux-Roses est analogue si vous voulez, au lieu commun du médecin de province. Il ne comprend strictement rien à ce que peut bien avoir Des Esseintes. Et il est donc à peu près incapable de lui prescrire quoi que ce soit. Et un des symptômes intéressants, c'est que dans l'examen qui sera fait ensuite des urines de Des Esseintes par un médecin venu de Paris, le médecin va trouver, et c'est dans le texte, certaines traînées blanches.
Alors lorsque j'avais étudié ce roman, il n'y a aucune édition ne vous mettait une petite note en disant qu'est-ce que ça peut bien être que ces certaines traînées blanches. On imagine des tas de choses. En réalité, c'est beaucoup plus précis que ça. Et vous le trouvez chez Bouchu. Donc en lisant Bouchu, je suis tombé sur ce passage. Chez un jeune homme atteint de nervosisme chronique secondaire, lié à une phlegmasie des voies digestives, les urines m'ont offert une altération particulière très rare, tantôt blanche, tantôt lactescente et légèrement acide au moment de leur émission. Tantôt naturelle, elle laisse déposer dans le premier cas un sédiment blanchâtre abondant de phosphate ammoniaco-magnésien, soluble dans une petite quantité de vinaigre. C'était toujours au moment des paroxysmes que revenait la sécrétion phosphatique. Et c'est là que vous comprenez que Huysmans a lu Bouchu. Pour mettre de cette énigme apparente de ces certaines traînées blanches fort révélatrices aux yeux du médecin de Paris. Donc vous voyez jusqu'où va là, je dirais, le travail de l'écrivain insérant dans son texte des éléments qui relèvent de l'observation clinique la plus précise du temps. Nous retrouverons naturellement ceci avec la syphilis, mais je ne veux pas trop vous faire languir. Donc, on peut parfaitement, si vous voulez, comprendre le personnage par cette trajectoire du malade atteint de nervosisme, qui va le conduire à quoi? À l'impossibilité de continuer à vivre dans sa villa de Fontenay. Car que lui dit le médecin de Paris? Si vous continuez à vivre dans cet isolement, qui ne fait que favoriser votre nervosisme, ce nervosisme va s'aggraver et va devenir tellement débilitant que vous allez en mourir. Donc votre choix est très simple. Vous restez à Fontenay, vous mourrez. Vous rentrez à Paris, vous vivrez. Ce qui évidemment est le contraire du projet qu'avait Des Esseintes. La boucle est bouclée, son expérience de vie solitaire et esthète se termine par le retour piteux dans la ville. Voilà la trajectoire du personnage. Bon, je vous laisse lire de manière plus précise ce que j'avais pu écrire, mais je vous en ai donné l'essentiel. Ajoutons une chose, c'est que évidemment, cette maladie est vécue par le personnage comme une forme d'aristocratie, comme une distinction, comme le signe de sa différence et de sa supériorité sur le commun des mortels. Certes, il souffre de sa maladie, mais en même temps, il en jouit. Car c'est ce nervosisme qui lui permet le lien qu'il croit avoir avec les œuvres d'art, avec les peintures de Gustave Moreau, avec les textes décadents et symbolistes de son époque. Comme si, pour pouvoir bien comprendre cette peinture qualifiée d'hystérique par Huysmans, et pour bien comprendre cette littérature de nervosisme et d'hystérie, il fallait être soi-même atteint de cette maladie. Autrement dit, le nervosisme est une forme d'élitisme. Dans un rebours, bien entendu. Alors, à propos de la névrose, tout à l'heure, je vous avais cité donc Zola sur Barbey d'Aurevilly. Maintenant, un autre passage de Zola, tout aussi explicite, et qui à lui seul, si vous voulez, vaudrait qualification de son époque. Donc c'est un texte qui est publié en 1893, dans Mayenne. Qu'il me soit permis de parler d'un sujet qui intéresse toute notre génération d'esprits affolés et hystériques. Le corps, comme au meilleur temps du mysticisme, est singulièrement en déchéance chez nous.
Ce n'est plus l'âme qu'on exalte, ce sont les nerfs, la matière cérébrale. La chair est endolorie des secousses profondes et répétées que le cerveau imprime à tout l'organisme. Nous sommes malades, cela est bien certain, malades de progrès. Voilà une mention intéressante. Il y a hypertrophie du cerveau. Les nerfs se développent au détriment des muscles. Et ces derniers, affaiblis et fiévreux, ne soutiennent plus la machine humaine. L'équilibre est rompu entre la matière et l'esprit. Cette victoire des nerfs sur le sang a décidé de nos mœurs, de notre littérature, de notre époque tout entière. Je ne veux examiner que les résultats littéraires, pour ainsi dire. Il est évident que toute œuvre étant fille de l'esprit et devant ressembler à son père, l'état de crise ou de santé paisible de l'intelligence fait l'œuvre calme ou l'œuvre passionnée. J'ouvre ici une parenthèse. Zola est tout simplement en train de reprendre à son compte une grande idée formulée au tout début du XIXe siècle, qui se formule de la manière suivante: la littérature est l'expression de la société. Cette littérature contemporaine, dit Zola, la nôtre, elle est l'expression de la maladie du siècle. Elle est une littérature névrotique parce que notre époque est névrotique et hystérique. Il y a un lien de cause à effet. Les périodes classiques se présentent lorsque sang et nerfs ont une égale puissance et forment ainsi des tempéraments mesurés et pondérés. Donc cette vieille idée que le classicisme, c'est l'équilibre. Eh bien ici, c'est un équilibre entre matière et esprit, chez Zola. Lorsqu'au contraire, les nerfs ou le sang l'emportent, naissent des œuvres de belles brutes florissantes ou de fous de génie. Étudiez notre littérature contemporaine. Vous verrez en elle tous les effets de la névrose qui agitent notre siècle. Elle est le produit direct de nos inquiétudes, de nos recherches âpres, de nos paniques, de ce malaise général qu'éprouvent nos sociétés aveugles en face d'un avenir inconnu. La proposition est forte. Il propose d'analyser la littérature comme étant, eh bien, utilisons le terme, le reflet de l'époque. Donc la lisibilité de l'œuvre littéraire conduit à une lisibilité de la société et du monde dans lequel on vit. La littérature, c'est le miroir du monde. Et parmi ces inquiétudes de l'époque moderne, eh bien, Zola va cibler la science. Ce qui nous tue, ce qui nous maigrit, c'est que nous devenons savants. C'est que les problèmes sociaux et divins vont recevoir leur solution un de ces jours. Nous allons voir Dieu, nous allons voir la vérité. Et vous pensez alors quelle impatience vous tient, quelle hâte fébrile nous mettons à vivre et à mourir. Donc deuxième idée intéressante, oui, notre époque est malade, mais elle est malade en quelque sorte positivement. Parce que l'on va vers la vérité, et plus la vérité se rapproche, plus la maladie s'aggrave, mais c'est cette maladie qui va nous sauver. Mais le paradoxe zolien. La science, c'est le salut, mais ce salut ne peut être assuré en quelque sorte que parce que l'on va en passer par cette inquiétude, par cette angoisse qui caractérise notre époque. Nous sommes au seuil de la vérité et c'est ce qui nous tue. Et vous voyez que ceci est un extrait d'un article qui s'intitule « Littérature et gymnastique ». Pourquoi? Parce que Zola prône la gymnastique comme remède au déséquilibre de l'esprit et du corps. Il faut remuscler le corps. En remusclant le corps, vous rétablissez une forme d'équilibre. En rétablissant cette forme d'équilibre, vous luttez contre le nervosisme. En luttant contre le nervosisme, vous luttez contre l'angoisse provoquée par le nervosisme. En luttant contre le nervosisme provoqué par etc., vous arrivez à quoi? Vous arrivez à ce que la société va en quelque sorte remarcher un peu droit. Voilà la solution naturaliste zolienne aux problèmes que célèbrent les décadents parce qu'eux veulent se complaire dans la névrose. La grande différence entre Zola et les décadents, c'est cette opposition-là. Vous, les décadents, leur dirait-il en substance, vous vous plaisez dans votre décadence. Moi, naturaliste, j'offre la solution qui permet de renverser la décadence
en progrès. Voilà, résumé de manière un peu sauvage, je l'avoue, mais la grande différence dans les années 80-90 entre les décadents et les naturalistes. Quand Huysmans passe du naturalisme au décadentisme, ben vous voyez qu'en fait, il joue sur cette opposition. Hein. Alors, prestige littéraire de la syphilis. Venons-en à ce qui est encore plus que la névrose, la grande maladie du siècle, de la fin du siècle. Celle qui va aller encore plus loin dans son traitement littéraire que ne l'était la maladie prestigieuse de la première moitié du XIXe siècle, j'ai nommé la tuberculose. Hein? Les grandes héroïnes de la première moitié du XIXe siècle meurent de la phtisie. Pensez à la dame aux camélias. Les grandes héroïnes sulfureuses de la seconde moitié du XIXe siècle vont mourir de la syphilis. Là où dans la tuberculose vous crachez du sang, dans la syphilis, le corps va se parer de toute une série d'éruptions plus esthétiques les unes que les autres. Si, vous allez voir. Et donc vous allez avoir une esthétisation du mal vénérien. Voilà pourquoi la syphilis les intéresse, les écrivains. Non pas simplement parce que c'est un vrai phénomène de société, non pas simplement parce que c'est là vraiment une sorte de pandémie beaucoup plus grave que le coronavirus. On ne part pas. Donc c'est cette esthétisation du mal vénérien qui va être la grande affaire des écrivains. Du coup, et je vous ai cité un extrait d'un article de Jean-Louis Cabanès qui montre bien l'intérêt littéraire de la syphilis, c'est qu'elle est, dit-il, un oxymore incarné. Elle pourrit le corps et elle le blanchit en quelque sorte. Elle le décore, elle le pourrit et elle le décore. Et donc c'est une maladie admirablement plastique. En plus c'est une maladie géniale, puisque ça commence moderato cantabile, et puis ça va finir dans un allegretto, qui est celui de la maladie du désordre nerveux général, la paralysie générale. Hein? J'ouvre une petite parenthèse, si vous avez vu le film J'accuse, hein, le colonel Sander meurt de la syphilis, et alors l'acteur qui joue le stade final de la syphilis, il est remarquable, parce que c'est exactement ça. Hein, là, il est littéralement atteint de ce qu'on appelle le tabès dans le stade tertiaire de la syphilis. Parce qu'évidemment, pour travailler la littérature du 19e, j'ai dû lire des traités de ce qu'on appelait la syphilographie du 19e. C'est une lecture réjouissante. Bien. Alors donc je reviens à Joris Karl Huysmans et à un rebours. Donc tout à l'heure, il était question de Des Esseintes comme névrosés, comme nervosistes. Voyons maintenant Des Esseintes et le spectacle de la syphilis. Parmi les jouissances esthétiques de Des Esseintes, l'une des plus extraordinaires, c'est lorsqu'il fait venir toute une série de plantes et d'arbustes, tous plus exotiques les uns que les autres, pour se constituer une serre. Vous savez que dans les grandes maisons bourgeoises, hein, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le fin du fin, c'était d'avoir sa serre à soi. Vous avez ça dans La Curée de Zola. Hein. Et naturellement, que va-t-il privilégier comme plante, comme fleur? Celles qui ont l'air le moins naturelles possible. Celles qui ont l'air d'être artificielles. Pourquoi? Pour un décadent, la nature est bête. Elle est banale. Rien ne vaut l'artifice. L'artifice est supérieur au naturel. Donc, lorsque la nature crée des végétaux qui n'ont pas l'air naturel, elle devient l'égale du créateur décadent. Elle se fait décadente elle-même. Donc le choix va se porter immanquablement sur cette végétation
extraordinaire, qui devient en quelque sorte extra-naturel. Alors je vous ai mis qu'un passage en gras, mais on va quand même lire le début, parce que tout commence là. Les jardiniers apportèrent encore de nouvelles variétés. Elles affectaient cette fois une apparence de peau factice, sillonnée de fausses veines. Et la plupart, comme rongées par des syphilis et des lèpres, tendaient des chairs livides, marbrées de roséoles, damassées de dartres. Alors, roséole et dartre, ça appartient au lexique médical. La roséole est une des éruptions cutanées caractéristiques de la syphilis. Et le dartre est également une des affections cutanées caractéristiques de la syphilis. Hein? Et là, c'est le début du stade secondaire. Hein, le stade primaire, c'est le chancre. Le stade secondaire, ce sont les éruptions cutanées. D'autres avaient le ton rose vif des cicatrices qui se ferment ou la teinte brune des croûtes qui se forment. D'autres étaient bouillonnés par des cautères, soulevés par des brûlures. D'autres encore montraient des épidermes poilus, creusés par des ulcères et repoussés par des chancres. Quelques-unes enfin apparaissaient couvertes de pansements, plaquées d'axonges noirs mercuriels. Le mercure était le traitement de la syphilis à l'époque. Hein? Le remède est presque pire que le mal. Hein? Il y a Flaubert, se faisant soigner par la syphilis, écrit une lettre à un de ses amis: « J'ai encore le goût du mercure dans la bouche. » Dongan vert de belladone, piqué de grains de poussière par les micas jaunes de la poudre d'iodophore. Vous voyez hein, cette utilisation du lexique médical dans la description des végétaux. Hein? Donc, que sont ces plantes? Elles sont tout simplement la végétalisation de la syphilis. La syphilis traitée, en quelque sorte, arborée, pour faire un mauvais jeu de mots, par la nature. Ces plantes sont tout de même stupéfiantes, se dit-il. Son but était atteint, aucune ne semblait réelle. L'étoffe, le papier, la porcelaine, le métal paraissaient avoir été prêtés par l'homme à la nature pour lui permettre de créer ces monstres. Quand elle n'avait pu imiter l'œuvre humaine, elle avait été réduite à recopier les membranes intérieures des animaux, à emprunter les vivaces teintes de leurs chairs en pourriture, les magnifiques hideurs de leurs gangrènes. Tout n'est que syphilis, songea des essaims. L'œil attiré, rivé sur les horribles tigrures des caladiums que caressait un rayon du jour. Et il eut la brusque vision d'une humanité sans cesse travaillée par le virus des anciens âges. Depuis le commencement du monde, de père en fils, toutes les créatures se transmettaient l'inusable héritage, l'éternelle maladie qui a ravagé les ancêtres de l'homme, qui a creusé jusqu'aux os maintenant exhumés des vieux fossiles. La syphilis existe de toute éternité. Elle est liée au règne du vivant. Elle est la mort au sein du vivant. Voilà ce qui intéresse les décadents. Lorsque tout ce qui est énergie vitale porte en elle le germe de sa disparition. Donc vous voyez que la syphilis devient une métaphore de l'histoire de l'humanité. Elle avait couru sans jamais s'épuiser à travers les siècles. Aujourd'hui encore, elle sévissait, se dérobant de sournoises souffrances, se dissimulant sous les symptômes des migraines et des bronchites, des vapeurs et des gouttes. De temps à autre, elle grimpait à la surface, s'attaquant de préférence aux gens mal soignés, mal nourris, éclatant en pièces d'or, mettant par ironie une parure de sequin dalmé sur le front des pauvres diables, leur gravant pour comble de misère sur l'épiderme l'image de l'argent et du bien-être. Donc ça, c'est une autre affection cutanée du début du stade secondaire de la syphilis, que dans les traités de syphilographie, on appelait les syphilides élégantes. Ce sont des papules qui se disposent par exemple en bracelet, ou qui montent le long du bras, ou qui vous font une sorte de décor sur le front, sur les joues, etc., et qui sont de teinte mordorée.
Hein? Et donc ça se distingue de la roséole, qui, comme son nom l'indique, est plutôt rosâtre. Donc vous avez les deux. Ce qui fait que votre corps ressemble à un tableau. À un tableau de peinture moderne, impressionniste. Voilà pourquoi la syphilis est tellement rentable sur le plan littéraire. Parce qu'elle est belle pour les décadents. Et donc, vous avez ce passage de la description des plantes qui ont l'air d'être artificielles, qui sert, du point de vue de Des Esseintes, à qualifier le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il a toujours été. Alors après avoir contemplé et joui de ces images particulièrement délectables, Des Esseintes épuisé, parce qu'évidemment, étant atteint de nervosisme, il se fatigue vite, il va se retirer dans sa chambre, et là, ça va être la deuxième étape, ça va être le cauchemar de la syphilis. Bientôt, il roula dans les sombres folies d'un cauchemar. Et donc, il va voir arriver un personnage inquiétant, indéfinissable, qui a l'apparence d'une saltimbanque de foire, et regardez tout en bas de la page 8, cette figure ambiguë, sans sexe, était verte, et elle ouvrait dans des paupières violettes, des yeux d'un bleu clair et froid, terrible, des boutons entouraient sa bouche, des bras extraordinairement maigres, des bras de squelette nus jusqu'au coude, sortaient de manches en haillons, tremblaient de fièvre, et les cuisses décharnées, grelottaient dans des bottes à chaudron trop larges. L'affreux regard s'attachait à Des Esseintes, le pénétrait, le glaçait jusqu'au moelle. Plus affolée encore, la femme bulldog se serra contre lui et hurla la mort, la tête renversée sur son poil. Et aussitôt, il comprit le sens de l'épouvantable vision. Il avait devant les yeux l'image de la grande vérole, qui du coup devient la divinité du monde. Il s'affaissa, renonçant à la lutte, à la fuite. Il ferma les yeux pour ne pas apercevoir l'affreux regard de la syphilis qui pesait sur lui, au travers du mur, qu'il croisait quand même sous ses paupières closes, qu'il sentait glisser sur son échine moite, sur son corps dont les poils se hérissaient dans des mares de sueur froide. Et donc, vous voyez le passage des fleurs au cauchemar, la féminisation horrible de la syphilis, littéralement personnage de cauchemar, qui est le cauchemar de la syphilis étant le cauchemar de l'humanité. Et il va regarder encore ce corps ravagé. Alors il observa l'effrayante irritation des seins et de la bouche, découvrit sur la peau du corps des macules de bistre et de cuivre. Ce sont les papules mordorées dont je vous parlais tout à l'heure. Recula, égaré, mais l'œil de la femme le fascinait, et il avançait lentement, essayant de s'enfoncer les talons dans la terre pour ne pas marcher, se laissant choir, se relevant quand même pour aller vers elle. Il la touchait presque, lorsque de noirs amorphophallus jaillirent de toutes parts. L'amorphophallus, c'est une plante, dont l'aspect est très exactement décrit par le terme. Ça ressemble à un phallus, et c'est de couleur noire. Jaillir, alors il en a dans sa serre, jaillir de toutes parts, s'élancèrent vers ce ventre qui se soulevait et s'abaissait comme une mer. Il les avait écartés, repoussés, éprouvant un dégoût sans borne d'avoir grouillé entre ses doigts ces tiges tièdes et fermes. Puis subitement les odieuses plantes avaient disparu et deux bras cherchaient à l'enlacer. Une épouvantable angoisse lui fit sonner le cœur à grands coups, car les affreux yeux de la femme étaient devenus d'un bleu clair et froid, terrible. Il fit un effort surhumain pour se dégager de ses étreintes, mais d'un geste irrésistible, elle le retint, le saisit, et hagard, il vit s'épanouir sous les cuisses alaires le farouche nidularium qui bâillait en saignant dans des lames de sabre. Donc ça se termine par un fantasme de castration. Voilà la logique du cauchemar. Autrement dit, les plantes extraordinaires recomposent un personnage terrifiant et deviennent
des agresseurs qui menacent des essaims dans son sommeil. Bon, il sera difficile d'aller plus loin dans la littérature de l'époque, dans la métaphorisation esthétique de la syphilis. Mais il y a quand même encore d'autres textes traitant de la chose dont je veux vous parler. Alors, moins connu que le à rebours de Désessement, de Huysmans, pardonnez-moi, Désessant, Huysmans, n'importe quoi. C'est Cher Moll, alors un titre parfaitement explicite aussi, hein, de Paul Adam, 1885, dont l'héroïne, qui a été prostituée, évidemment, est atteinte d'une maladie professionnelle qui est la syphilis. Et donc, elle se trouve, elle va être envoyée à l'hôpital. Alors, ça va commencer par quoi? Par d'étranges douleurs, sa tête s'alourdissait, envahie de continuelles migraines. C'est un des tout premiers symptômes de la syphilis. Lorsque Maupassant va se sentir de plus en plus victime de migraines atroces, c'est là qu'il va consulter et c'est là qu'on va lui dire qu'il est atteint de la syphilis. Ça donne également des migraines ophtalmiques. C'est des maux de tête terribles. Et lorsqu'elle faisait sa raie, elle remarquait à l'occiput une tache qui chaque jour devenait plus foncée. Donc là, la syphilis est en train de se manifester au début du stade secondaire. J'ouvre une parenthèse, hein. Vous savez sans doute que l'évolution de la syphilis pouvait prendre jusqu'à 20 à 30 ans. C'est-à-dire que ceux qui pensaient avoir une rémission après le stade primaire, on leur avait guéri le chancre. Vous pouvez voir apparaître les éruptions quelques années après. Ces éruptions pouvaient disparaître, ils se croyaient tirés d'affaire, et après on passait au stade tertiaire fatal. Hein, le stade tertiaire qui est la progressive atteinte du système nerveux. Et qui se termine tantôt en aphasie, tantôt en folie. L'aphasie, c'est Baudelaire. Hein. Baudelaire est mort aphasique, hein, de syphilis. Tantôt la folie, Maupassant. Donc, sa marche s'embarrassait, dans ses vadrouilles, elle devait s'asseoir, etc., etc. Donc, elle va à l'hôpital et on va lui enlever un os à la jambe. Pourquoi? Parce que l'os a été, en quelque sorte, carrié par la syphilis. Hein? Donc, amputation d'une partie de la jambe. Elle sentait partout des lancillements et des brûlures. Les os s'effritaient, se cassaient, perçaient ses chairs. La peau semblait trop étroite pour ses membres gonflés, la pressait en une gêne continuelle, et sa nuque, endolorie par une même position gardée trop longtemps, avait une raideur intolérable. Elle allait essayer de changer sa tête de place très doucement, car la plaie du crâne suppurait fort, et elle était mouillée jusque dans le cou. Bien. Alors en plus, dans la salle d'hôpital où elle est à la pourvoirie d'une hystérie qui n'arrête pas de hurler, donc vous avez une ambiance un peu délétère. Et donc vous avez la progression de la maladie. Je ne vous lis pas tout le texte, hein, mais je vous ai cité ce long passage, hein, pour encore une fois vous dire que lorsque Paul Adam a écrit le roman, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il reprend le descriptif de la progression de la maladie, hein, mise en texte pour suivre le destin qu'on devine évidemment tragique de son héroïne. Et cela ira, donc page 11, jusqu'à une sorte de décomposition même de la chair. Alors on va quand même le lire. À grand-peine, dans une appréhension de se faire souffrir, elle défie les bandes enroulées l'une à l'autre. Elle était unie par un pus sanglant desséché. Lucie ressentait un picotement douloureux en les décollant. Sous ses doigts, les linges craqués demeuraient en une spirale roidie, et à mesure qu'elle démaillotait, les cercles jaunâtres qui tachaient la soie s'amplifiaient et brunissaient. Enfin, le membre apparut à découvert, la peau était tendue, lisse, fine, sans une ride. Le poignet avait perdu ses formes et présentait seulement une bouffissure rougeâtre, pâteuse, indécise de contour, sous laquelle un liquide pâle fluctuait. D'étroites fentes, une liqueur livide sourdée, rubéfiée de fils sanglants. Voilà. Petite note esthétique à la rubéfiée, c'est-à-dire avec rougi. Hein. Bon, je vous
je ne vous fais pas languir, elle meurt à la fin. Alors, dans le même registre, un peu plus tardif, 1907, de Victor Marguerite, prostituée, là encore un titre programme. Hein. Donc c'est un des deux frères Marguerite. Hein. Vous savez que les deux frères Marguerite se verront retirés de la Légion d'honneur après la Première Guerre mondiale à cause de la publication d'un roman qui a fait scandale, La Garçonne, qui aujourd'hui franchement ne mangerait pas de pain. Hein. Mais pour l'époque, ça a été considéré comme inadmissible. Donc on est allé très loin, on leur a retiré la Légion d'honneur. Donc, dans Prostituée, je vous ai mis un passage intéressant, parce que là, pour une fois, il y a un médecin qui apparaît, qui vient consulter, visiter un ami qui s'appelle Dume, et évidemment, le docteur qui s'appelle Montal va tout simplement diagnostiquer la syphilis. La syphilis, tu es sûr? Avec une inflexible douceur, le docteur répéta l'arrêt. Sûr. Il précisa, les ganglions encore engorgés, indolents, mobiles, durs. Nul doute, c'était bien le bubon primaire. Et sur la peau, partout, ces taches roses, boursouflées, la roséole ortier, bel et bien. L'éruption de la période secondaire commençait. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que Victor Marguerite va placer dans la réflexion du médecin une sorte de prospective. Que peut-on faire pour lutter contre la syphilis? Hein, je vous le rappelle, les médecins à l'époque sont impuissants pour soigner la syphilis, puisque la pénicilline n'a pas encore été découverte. C'est la syphilis, c'est la pénicilline qui va éradiquer la maladie en pouvant éliminer le responsable, le spirochète. Sans doute, ce virus dont gaillardement mouraient nos pères, ce mal napolitain, français, anglais, vous savez que chaque nation a qualifié la syphilis de l'adjectif d'une nation adverse. Donc pour les Français c'était le mal de Naples, pour les Anglais c'est le mal français, etc. Autrefois subi avec résignation comme une rançon du plaisir, comme une des infirmités inséparables de l'humaine nature. Lui, Montaigne, il aurait largement contribué à en montrer l'invasion croissante, le ravage héréditaire, et comment propager de toutes parts à mesure que s'élargissait l'horizon des peuples, que se multipliaient et s'emmêlaient les voix des champs. Il avait grandi en même temps que la civilisation, corrompait sans cesse, chaque jour plus vite, chaque jour davantage. La syphilis, naguère restreinte à quelques, il manque le S à quelques individus, circonscrits en des foyers étroits, débordés maintenant, avec les accidents parasyphilitiques sur toutes les races, infiltrer son poison de veine en veine, de famille en famille. Vous voyez, c'est un des leitmotivs du discours sur la syphilis. C'est sa propagation infinie, son risque de pandémie. Car ce n'était pas seulement la prostitution qui le charriait, l'immense cercle vicieux s'élargissait de proche en proche, si bien que sur 100 femmes syphilisées en France, il n'y avait pas moins de 20 femmes mariées. Des épouses, des mères, c'était à faire frémir. Et qu'on n'accusa pas seulement les autres, les prostituées, clandestines ou non, la statistique démontrait que l'homme 2 fois sur 1 était le gangréneur. Involontaire ou non, qu'importe, tant qu'il y aurait des dumes, Montaigne ne le plaignait plus. Tout compte fait, c'était bien fait. On aurait beau publier des bulletins prophylactiques, chercher le bacille et l'antidote, on aurait beau être réglementiste ou non, estimer excellente ou juger stérile la répression de la débauche, la syphilis demeurerait comme la prostitution un mal inévitable. C'était sur les consciences qu'il fallait agir d'abord. Des dumes, évidemment, il y en aurait toujours. Mais qui sait si une éducation meilleure, des principes d'hygiène et de morale, enseignés dès l'enfance, n'en diminuerait pas petit à petit le nombre. Avec eux diminueraient ces tares endémiques, ces fléaux qui amoindrissaient la race, ravaler l'âme et ravager le corps,
Les supprimer, impossible, hélas, mais sans nul doute, à force de patience, à force de bonne volonté individuelle, de justice sociale, les atténuer peu à peu. Voilà le rêve du médecin. Et vous comprenez maintenant pourquoi, dans les textes que je vous ai cités, le médecin n'occupera le plus souvent qu'un rôle tout à fait secondaire. Pourquoi? Parce que le médecin, contrairement au roman du début du XIXe siècle, est ici dépossédé de sa toute-puissance. Son savoir n'est pas inutile parce qu'il permet de diagnostiquer, mais son savoir ne permet pas de soigner. Donc, ce qui était une des grandes utopies du début du XIXe siècle, la médecine va faire progresser la civilisation par les soins, bute maintenant sur cet obstacle qui semble infranchissable et qui n'autorise comme espoir que l'hypothèse d'une régression très lente grâce à l'éducation. Alors pour compléter le tableau, je vous ai mis une liste, pas du tout exhaustive, de textes dans lesquels la syphilis occupe une place majeure, avec quelques petites citations. Jean Aljalbert, c'est pas un poète qui est très très coté ou hit parade, mais quand vous avez un poème qui s'intitule Fleur de syphilis, vous ne pouvez pas résister à l'envie de le citer. Fleurs déflorées aux fleurs des bitumes salis, de tes hanches offrir aux viveurs le roulis distillant entre tes cuisses la syphilis. Donc, Barbé d'Aurevilly utilise la syphilis dans une des nouvelles diaboliques, à la vengeance d'une femme. C'est l'histoire d'une femme qui, pour se venger de son mari, va contracter la syphilis pour le contaminer. Un des grands succès du théâtre de l'époque, Les Avariés, d'Eugène Brieux. Bon, le titre est assez explicite. Et puis, on voyait que quelques-uns. Alors, Léon Daudet, au départ, je voulais vous mettre des passages de Léon Daudet, mais bon, faute de temps, faute de plage, j'ai renoncé. Mais c'est surtout dans L'Hérédo, 1917. Hérédo, c'est un personnage atteint de syphilis par hérédité. On croyait à l'hérédosyphilis à l'époque. Lucien Descaves. Alors, oui, le thème militaire aussi est assez fréquent pour la syphilis. Maupassant, Oscar Panizza aussi du théâtre. Un délicieux poème de Laurent Taillade sur le propos d'immanente syphilis. On va de la page 12. Main prurigo végète sur vos flancs, l'humeur péquante à votre chair gâtée, jeune héros des entretiens brûlants, que l'hydrargire et l'iode empoté lave ce don cruel d'Épiméthée. Robés par lui chez les dieux assassins, vivez encore pour ce joyeux larcin. Et alors, croyez-moi si vous voulez, mais le nom de l'auteur qui suit, en haut de la page 13, Paul Vérola, ce n'est pas un nom de plume, mais c'est un nom prédestiné. Et alors c'est très très intéressant parce que là le thème, c'est que c'est un jeune homme qui va se marier et qui a une peur panique des femmes à cause du danger qu'elle représente, parce que son père l'a conduit, lui a fait visiter le pavillon des syphilitiques d'un hôpital pour lui montrer à quoi pouvait ressembler quelqu'un qui était atteint de syphilis et pour lui faire peur. Alors ça a marché au-delà de ses espérances. Et donc vous voyez, une tête plus particulièrement le hantait, une tête de mort, vivante, sans nez, sans lèvres, aux joues décomposées et verdâtres, une véritable tête de cauchemar dantesque. Il se rappelait le besoin qu'il avait eu de serrer le bras de son père devant cette apparition funèbre, et il entendait encore la voix du vieux magistrat le consoler avec sa gravité nasillarde. « Tu vois à quoi l'on s'expose, mon fils !» Et le fils avait été si pleinement impressionné que pendant les 3 années qui suivirent, il avait éprouvé à l'égard des femmes une insurmontable répulsion. Bien. Mais, évidemment, il a des besoins, il a des désirs,
Et pour les satisfaire, il fait confiance à l'administration, celle qui surveille les prostituées, les filles encartées, qui, comme vous le savez, avaient une visite médicale régulière. Ça se passait à l'hôpital, à la Saint-Lazare, hein, qui n'existe plus, qui était réservé en grande partie pour les prostituées. Et donc il se dit, elles sont en quelque sorte tamponnées, vérifiées, certifiées. Hein. C'est la traçabilité. Et naturellement, il va attraper la syphilis. Il n'avait jamais acheté de l'amour ailleurs que chez les vendeuses attitrées, dont la marchandise contrôlée avec soin portait l'estampille de la ville. Et ce descendant de plusieurs générations de fonctionnaires, qui avaient dans le sang la vénération de tout ce qui est administratif, s'était reposé avec une confiance absolue sur ce tutélaire contrôle communal. Aussi, quel effondrement, quel cataclysme lorsqu'il s'aperçut que... Donc je voulais vous citer ce roman très peu oublié aujourd'hui, du dénommé Paul Verrola, 1881. Bien. Bon, je crois que vous avez votre dose de syphilis. On va passer à l'hystérie. Les joies de l'hystérie. Alors, j'ai mis une petite citation d'Octave Mirbeau pour commencer, avant un extrait d'un de ses romans, pas le plus connu, hein, La belle Madame Levasseur. Ce siècle sera celui des maladies nerveuses. Donc, vous voyez, vous retrouvez exactement le diagnostic de tout à l'heure. Hein. Notre siècle est malade. Ce siècle est le siècle de la névrose. Ce siècle est le siècle de la syphilis. C'est-à-dire, à chaque fois, on identifie le siècle à une maladie. À un double point de vue. D'abord, parce qu'elles auront été maîtresses et causes de tous ces actes. Ensuite, parce qu'il aura étudié à fond et connu les secrets de son mal. Hein, et c'est un article, le siècle de Charcot. Hein, vous savez que Charcot va être le grand médecin qui va établir l'analyse de l'hystérie. Et donc dans un roman peu connu, paru la même année que le À rebours de Huysmans, hein, La belle Madame Levasseur, j'ai trouvé un extrait tout à fait intéressant. Alors, je vous ai mis un petit résumé de son intrigue, puisque il y a un personnage, un compositeur de musique qui est victime de son excessif amour pour sa mère décédée, d'un respect mal placé pour son père affairiste, et à cause de sa fidélité à ses parents, il repousse avec horreur un amour pourtant partagé et prometteur pour sa jeune et séduisante belle-mère, Jeanne, que l'instinct de vie aurait dû lui faire paraître naturel et épanouissant, mais que la société considère comme doublement coupable, puisqu'il est à la fois adultère et incestueux. Bon, il n'y a pas de quoi souhaiter un chat quand même. À la différence de la curée, l'inceste n'est jamais consommé, d'où une douloureuse frustration affective et sexuelle de Jeanne, la belle Madame Levasseur, hein, d'où le titre, qui se sent trahi, qui poursuit en vain son beau-fils de ses assiduités possessives, et qui, pour se venger de lui, descend tous les degrés de la déchéance sociale jusqu'au dénouement qui ne peut être que sanglant. Alors, je lui ai mis un petit extrait qui montre la description de l'état d'hystérie sexuelle chez la belle Madame Levasseur sous la plume de Mirbeau. Elle fut ombrageuse, exigeante. À mesure qu'il se détachait d'elle, elle se serrait contre lui davantage, ne le quittant plus, lui défendant tout travail, toute sortie, où elle n'eut pas sa part et son rôle marqué, jusqu'au jour que l'hystérie, qu'il a travaillée depuis des mois, ayant éclaté soudain, la jeta en d'effroyables audaces d'impudeur. Une nuit, elle vint cogner à la porte de sa chambre. Comme il n'ouvrait pas, elle s'acharna à grand bruit contre le battant, la serrure, emplissant l'hôtel de ses cris de détresse. « Daniel, je meurs, Daniel !» Et, haletante, les yeux morts, elle l'embrassait, l'enveloppait de caresses dévorantes. Il la saisit enfin et la porta de vive force à son appartement.
Puis l'ayant placé sur son lit, demi-nu, se tordant, râlant en des spasmes, en des fureurs d'amour, tout le bas du corps remué de tresseaux voluptueux, il soda ses femmes et s'enfuit. Donc là, on est au paroxysme de la crise hystérique, que l'on pourrait qualifier de limite érotomane. Mais voilà, vous avez un exemple littéraire du traitement de l'hystérie sexuelle telle qu'elle est pensée à l'époque, bien entendu. Et, encore une fois, comme il y a tout dans un rebours, on va retrouver l'hystérie, on va trouver l'hystérie dans le rebours du... Je lis qu'un petit passage, et c'est la description de l'un des deux tableaux de Gustave Moreau que possède Des Esseintes. Il possède les deux représentations que Gustave Moreau a faites de Salomé. Une qui est une aquarelle, l'autre qui est une peinture à l'huile. Elles sont au musée... je ne sais plus si les deux y sont. Une des deux est au musée Gustave Moreau à Paris. Une peinture extraordinaire. Et alors donc, il passe beaucoup de temps à contempler ces tableaux de Gustave Moreau, parce que la figure de Salomé est évidemment une des figures privilégiées par la littérature décadente. Pourquoi? La beauté, la séduction, la danse mortelle, l'échange entre l'érotisme et la mort, la décapitation de Saint Jean-Baptiste, la représentation d'une luxure, etc., etc. Tout ça est admirablement décadent pour les décadents. Donc Salomé est une figure privilégiée. Comme vous le savez, c'est un thème qui va être traité par beaucoup d'écrivains et par beaucoup d'artistes. Oscar Wilde. Et le texte d'Oscar Wilde servira de livret à l'opéra de Richard Strauss. Et vous avez beaucoup de textes consacrés à Salomé, dont le Haraubourg de Huysmans. Des Esseintes voyait enfin réaliser cette Salomé surhumaine et étrange qu'il avait rêvée. Elle n'était plus seulement la baladine qui arrache à un vieillard, par une torsion corrompue de ses reins, un cri de désir et de rute, qui rompt l'énergie, font la volonté d'un roi, par des remous de sein, des secousses de ventre, des frissons de cuisses. Elle devenait en quelque sorte la déité symbolique de l'indestructible luxure, la déesse de l'immortelle hystérie, la beauté maudite. Voilà. Vous avez la définition de la Salomé décadente. Elle est l'image de l'hystérie. Élue entre toutes par la catalepsie qui lui raidit les chairs et lui durcit les muscles. La bête monstrueuse, indifférente, irresponsable, insensible, empoisonnant de même que l'Hélène antique, tout ce qui l'approche, tout ce qui la voit, tout ce qu'elle touche. Autrement dit, pour un décadent, l'hystérie est au pinacle de la beauté esthétique. Mais une beauté qui est sulfureuse. C'est le triomphe de la chair, le triomphe du désir, le triomphe de l'érétisme par l'érotisme. Voilà ce qu'est la Salomé, selon Huysmans, dans un rebours. Camille Lemonnier, moins connu que Huysmans, je vous ai mis des textes peu fréquentés, peut-être peu fréquentables. L'hystérique, 1885. Alors l'hystérique, c'est une bonne sœur. Sœur humilité. Et qui va développer toute une série de stigmates. On est à une époque où on va interpréter le mysticisme produisant un certain nombre d'effets physiologiques comme étant une atteinte hystérique. Et à l'époque, on va souvent identifier mysticisme et hystérie.
Et c'est là que l'hystérie va devenir essentiellement féminine, puisque le mysticisme féminin est un thème extrêmement courant à la fin du XIXe siècle. Cependant, le travail mystérieux qui s'opérait tous les vendredis chez Humilité suivait son cours. Des morsures lui déchiraient le flanc. Et à la secousse de quelque chose qui se rompait dans son corps, elle reconnut que ses blessures coulaient. Une bruine chaude sointait en effet au ras de sa peau, en rosée lente, qui mouillait ses gants et ses bas. Bientôt son chapelet s'ensanglanta entre ses doigts, et un grand feu de fièvre la dévorait comme une chaleur de brasier. Alors elle se raffermit par la pensée du calvaire, à cette heure déjà éclaboussée de sang, et dans la similitude des plaies, par une délectation de sentir sa vie s'égoutter par les mêmes trous béants qui allaient s'ouvrir dans le corps de son divin époux. Et en elle s'élevaient des actions de grâce pour les bienfaits de cette communion de la passion. Elle s'identifiait aux angoisses croissantes de l'agonie, suivant dans sa propre chair l'accélération de la mort, et des sueurs glacées collaient ses cheveux à son front, sous les pâleurs de sa coiffe. Alors, vous lirez la suite. Donc vous voyez que ici, l'extase mystique, produisant ces stigmates, est en réalité décrite comme une crise hystérique. C'est la médicalisation du mysticisme, en prenant évidemment comme personnage idéal une sœur. Autre exemple de grande hystérique, l'héroïne de Monsieur Vénus, roman de Rachid. Rachid est un auteur féminin de 1889. Alors ne vous y trompez pas, Monsieur Vénus, c'est une héroïne. Et donc, vous avez ici un personnage qui s'appelle Mademoiselle de Vénérande. Alors évidemment, ça commence comme maladie vénérienne. Et Mademoiselle de Vénérande rend visite à un fabricant de fleurs artificielles, besoin d'en acheter, et elle va en quelque sorte détailler le corps splendide de l'ouvrier. Sa blouse, toujours ouverte, laissait voir sur sa poitrine les frisons dorés. La poitrine velue, mais virile, de l'ouvrier. Une douleur sourde traversa la nuque de Mademoiselle de Vénérande. Ses nerfs se surexcitaient dans l'atmosphère empuantie de la mansarde. Une sorte de vertige l'attirait vers ce nu. Elle voulut faire un pas en arrière, s'arracher à l'obsession, fuir. Une sensualité folle l'étreignit au poignet. Son bras se détendit, elle passa la main sur la poitrine de l'ouvrier, comme elle l'eût passé sur une bête blonde, un monstre dont la réalité ne lui semblait pas prouvée. Donc, en quelque sorte, fait un compliment, vous voyez, et que va dire cet ouvrier? Ma foi, vous savez, on en a partout, des poils. À cette énormité, Raoul de Vénérande éprouva une honte mortelle. Donc elle va quitter la mansarde, réussir à maîtriser cette urgence génésiaque. Certes, la nerveuse ne voyait point pour la première fois un garçon bien bâti, mais ce souvenir de mâle frais et rose comme une fille l'a hanté cruellement. Chez Raoul de Vénérande, l'activité cérébrale remplaçait presque toujours les situations positives. Quand elle ne pouvait vivre un moment de passion, elle le pensait, le résultat était le même. Elle monte dans un fiacre, et vous voyez la dernière phrase, page 16, et Raoul, bercé par le trot rapide de son attelage, mordait ses fourrures, la tête en arrière, le corsage gonflé, les bras crispés, avec de temps à autre un soupir de lassitude. On pourrait dire, comme dans les tontons flingueurs, que là, on connaît Raoul. J'ai pas pu résister. Ma dernière grande citation, donc là aussi, encore un auteur
bien peu connu, qui est Edmond Haraucourt, donc sous le pseudonyme du sire de Chamblay, dont le titre est là aussi admirablement programmatique, La légende des sexes, pardon. Évidemment, le clin d'œil est patent. Poèmes hystériques et profanes, 1882. Et là, c'est quand même un des textes les plus lourdement chargés d'érotisme que j'ai pu trouver dans la période. J'en ai d'autres, mais qui sont un peu plus franchement pornographiques. Alors je ne sais pas, bon d'accord, on est entre nous, mais je voudrais pas qu'on se réponde en propos malveillants sur mes conférences. Alors, donc, regardez la première strophe. Je me rappelle un soir de rage et d'hystérie, où, sous de notre amour et bleui de baisers, j'étais tombé d'un bloc pavé, l'âme tarie, le cœur vide et les reins brisés. Donc, le poème commence par un après, en quelque sorte. Et on va passer au rêve. Et ça va être un rêve d'un érotisme débridé, une universalisation de l'érotisme, une sorte de constitution du personnage en divinité érotique, en mâle suprême. Je dormais et noyé dans l'extase des rêves, j'évoquais l'idéal d'un paradis charnel où de blondes houris, belles comme des Èves, donnaient le coït éternel. Bon, c'est pas le salut éternel, c'est le coït éternel. Lascivement, sous la transparence des voiles, les nombrils caressants me baisaient au nombril, et passaient plus nombreux que le troupeau d'étoiles qui passe au ciel des nuits d'avril. Sans cesse mes désirs chantaient l'épithalame, ma virilité fière ardait comme un grand feu, et sous le vent du rude pour lécher de sa flamme, l'autel où l'homme devient Dieu. Superbe elle vibrait sur les chairs qu'on titille et fouillée sous le poil qui frise à l'Occident, l'ombre chaude où l'orgueil de ma force érectile planter son baiser fécondant. Elle allait jamais lasse et jamais assouvie, et sous l'étranglement mouillé des spasmes nus, elle crachait à flot les germes de la vie au creuset rose de Vénus. Pour être métaphorique, ces images n'en sont pas moins explicites. Les bras blancs m'étouffaient sur les poitrines blanches, les bustes sous mon corps se tordaient pantelants, de longs frissons crispaient la ronde ampleur des hanches, les genoux craquaient sur mes flancs. Puis c'était la douceur des doigts errants sur l'aine, l'effleurement lascif et rôdeur des seins lourds, et la langue au milieu des parfums de la laine, posant ses touchés de velours. Et c'était cette soif lubrique de vampire qui colle ses suçoirs sur l'homme turgescent, qui s'enivrant des sucs masculins qu'elle aspire, va puiser l'âme au fond du sang. C'était plus qu'on ne rêve et plus qu'on ne devine. Ce que nul être humain n'a conçu ni chanté, c'était tout ce que peut l'érection divine, travaillant dans l'éternité. Oh, ce que j'ai connu dans cette heure sublime, l'immensité d'un rude peuplant les univers, et ma sève coulant à remplir un abîme plus insondable que les mers. Tout ce que j'ai goûté d'indicibles ivresses, les siècles de coït passés comme des jours, et j'aimais en un jour des milliers de maîtresses, et toujours, toujours, et toujours. Rêve, hélas. Et depuis qu'il leurra ma pensée, je traîne dans mon cœur l'impuissance d'un vœu, et l'âpre souvenir de ma force passée, moi qui suis homme et qui fus Dieu. Il valait le détour. Bon. Et donc, en terminant là-dessus, je voulais simplement, au fond, rassembler un peu quelques-uns des éléments qu'on a pu mettre en place. D'une part, cette espèce qu'on pourrait qualifier de fantasme qui traverse toute la fin du siècle, de l'universalisation de ces maladies définitionnelles, que ce soit la névrose, que ce soit la syphilis, que ce soit l'hystérie. Autrement dit, comme si le monde et l'humanité étaient définitivement atteints dans leur âme et dans leur chair par des maux qui ne sauraient guérir, qui sont en quelque sorte la transposition sur le plan qu'on qualifiera de
médicale, entre guillemets, de la fatalité, la tragédie du monde moderne, une tragédie profondément laïcisée, mais qui pèse sur l'humanité. Comme si la créature humaine et l'ensemble de la création étaient minés de l'intérieur, étaient condamnés à une lente disparition, à un lent pourrissement, que l'on retourne esthétiquement en célébration littéraire. C'est en quelque sorte la fascination de la mort, la fascination de l'agonie, la fascination de la décomposition. Huysmans a écrit un texte extraordinaire dont je vous recommande la lecture, peu connu, qui s'intitule Sainte Lidwine de Schiedam, qui est une des saintes, du répertoire des saints du catholicisme. Schiedam, la ville de Hollande, elle était originaire de Schiedam. On ne fait pas que des liqueurs à Schiedam, on fait aussi des saintes. Et cette sainte Lidwine s'est laissée mourir par une lente décomposition de son corps sur son lit d'agonie. Et cette décomposition ne produisait aucune odeur putride, mais dégageait un parfum de rose. Et c'est à cela qu'on a reconnu que c'était une sainte. D'où l'expression « mourir en odeur de sainteté », qui ne vient pas de là, mais qui est réactivée par Huysmans. Et le texte qui se présente évidemment comme la célébration de la sainte, comme une sorte d'ajout au livre de Voragine, sur les illustres saints, la légende dorée, qui célèbre les saints et les saintes. Donc c'est l'apport de Huysmans. Mais vous voyez très bien qu'au nom de la célébration de la sainteté, à une époque où Huysmans s'est reconverti au catholicisme et est devenu lui-même un catholique mystique, les derniers romans de Huysmans sont consacrés au mysticisme catholique. Je vous recommande La Cathédrale, par exemple, qui est un roman absolument extraordinaire, avec une sorte d'analyse, de détail de toute la symbolique chrétienne à l'intérieur d'une cathédrale et également dans les vêtements liturgiques, dans les bijoux ecclésiastiques, etc. C'est un livre, c'est une véritable somme. Donc, ce n'est pas uniquement parce qu'il est devenu un catholique mystique qu'il se tourne vers cette figure de Sainte Lidwine de Schiedam, c'est que tout en étant un catholique mystique, il n'a évidemment pas quitté la fascination esthétique qu'il avait pour la décomposition. Il n'aurait pas pu choisir une autre sainte que celle-là. Alors le texte n'est pas long du tout, je vous en recommande la lecture. Vous y retrouvez à peu près le style qu'il y a dans Un rebours, mais cette fois au service, en quelque sorte, de l'exaltation de la sainteté, cette sainteté qui, d'une certaine façon, pouvait être à l'horizon de Des Esseintes, dès lors qu'il abandonnait sa Thébaïde de Fontenay aux Roses. Donc voilà pourquoi je voulais insister sur ces maladies fascinantes de la fin de siècle. Elles sont tout simplement l'image du rapport qu'un certain nombre d'écrivains et artistes entretiennent avec leur époque. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Non. La syphilis vous laisse sans voix. Bon, alors la dernière conférence de ce cycle aura lieu le samedi 14 mars
à 15h comme aujourd'hui. Il y a une ambiguïté de lecture dans Vernon Direct qui semble indiquer c'est à 20h30 parce qu'ils ont mal disposé, c'est pas grave. Manifestement, ça ne vous a pas perturbé pour venir. Et donc là, je conclurai en allant chronologiquement de Zola, donc le médecin zolien, qui évidemment va être à l'opposé de nos médecins impuissants que nous avons vus tout à l'heure, le médecin zolien, jusqu'au docteur Bardamu, du voyage au bout de la nuit, en passant par toute une série d'autres, y compris les médecins à la recherche du temps perdu. Je vous remercie. Bravo.